Pendant que j'étais au travail, mes parents ont déménagé les affaires de mes enfants au sous-sol, affirmant « Notre autre petit-fils mérite les meilleures chambres ». Quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu mes enfants pleurer, j'ai simplement souri et j'ai dit « Faites vos valises ». Mes parents n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Je m'appelle Amandine, j'ai 35 ans, et je suis la mère de jumeaux adorables de 10 ans, Léo et Chloé. Après mon divorce il y a 2 ans, nous avons emménagé chez mes parents, ce qui a d'abord semblé être une bénédiction. Travailler 12 heures par jour comme infirmière pédiatrique signifiait que j'avais besoin d'aide, et ils l'ont proposé. Ma relation avec eux avait toujours été compliquée, mais j'essayais de faire en sorte que ça marche. Puis mon frère Julien et sa femme Manon ont eu leur bébé, et soudainement, mes enfants sont devenus invisibles. Je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents nous trahiraient aussi complètement. Si vous appréciez cette histoire, laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre famille de conteurs et découvrir plus de drames de la vie réelle. Quand mon mari David et moi nous sommes séparés après 12 ans de mariage, j'étais dévasté, pas seulement émotionnellement, mais financièrement. Nous avions construit notre vie autour de ses revenus en tant qu'ingénieur logiciel, tandis que je travaillais à temps partiel comme infirmière pour pouvoir élever nos jumeaux. Le divorce m'a laissé une garde partagée, une pension alimentaire minimale, et le besoin soudain de travailler à temps plein pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Mes parents, Marcel et Simone, ont offert leur maison comme solution temporaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied, avait dit mon père en me donnant une tape sur l'épaule. J'étais reconnaissante malgré notre histoire compliquée. En grandissant, j'ai toujours été la responsable, celle qui suivait les règles et répondait aux attentes, tandis que mon jeune frère Julien était l'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal. J'ai passé 8 ans à financer mes études d'infirmière spécialisée en pédiatrie parce que j'aimais travailler avec les enfants. Mon chemin n'était pas spectaculaire mais constant. Julien, en revanche, a abandonné l'université, a lancé une entreprise technologique que mes parents ont financée et gagnait maintenant des centaines de milliers d'euros à 32 ans. Le schéma de favoritisme était tellement profondément ancré que je ne le remarquais presque plus. Léo et Chloé étaient des enfants merveilleux, chacun avec sa propre personnalité distincte. Léo était le créatif, toujours en train de dessiner ou de construire quelque chose avec une sensibilité qui lui rendait parfois la vie difficile. Chloé était ma petite athlète et avocate, franche et confiante, la première à se dresser lorsqu'elle voyait quelque chose d'injuste. Ils réussissaient tous les deux bien à l'école malgré le bouleversement du divorce et du déménagement. Notre arrangement initial avec mes parents semblait positif. Ils ont converti leur bureau à domicile en chambre pour les jumeaux et j'ai pris la chambre d'amis. J'ai contribué aux courses, fait la plupart de la cuisine et veillé à ce que les enfants respectent l'espace et les routines de leurs grands-parents. Je travaillais 12 heures par jour à l'hôpital pour enfants, parfois la nuit, ce qui signifiait que mes parents aidaient pour les dépôts et les retraits de l'école quand c'était nécessaire. Le plan était d'économiser suffisamment pour une caution et le premier mois de loyer de notre propre logement en 1 an. J'étais prudente avec l'argent, prenant des quarts de travail supplémentaires lorsque c'était possible et mettant de côté autant que je le pouvais. Le marché immobilier dans notre région était cher, mais j'étais déterminé à redonner de la stabilité à mes enfants. Puis Julien et Manon ont eu leur bébé Émile, et tout a changé. Mes parents avaient toujours favorisé Julien, mais leur réaction à son bébé était quelque chose d'entièrement différent. Ils ont transformé la salle à manger formelle en nurserie, malgré le fait que Julien et Manon aient leur propre maison de 4 chambres de l'autre côté de la ville. Ils ont acheté du matériel de bébé coûteux qui ne serait utilisé que lors des visites. Ma mère a commencé à annuler des projets pour aider mes enfants si Julien avait besoin de quoi que ce soit. Ton frère a plus besoin de soutien en ce moment, disait-elle. Il est nouveau dans la parentalité. L'ironie du fait que j'étais parent célibataire depuis 2 ans lui échappait apparemment. Au début, j'ai essayé d'être compréhensive. Les nouveaux bébés sont excitants, et c'était leur premier petit-fils. Léo et Chloé étaient leurs seuls petits-enfants depuis 10 ans, alors peut-être qu'ils profitaient juste de la nouveauté. J'ai encouragé mes enfants à être patients et gentils, expliquant que le petit Émile avait besoin d'une attention supplémentaire parce qu'il était si petit. Le favoritisme était subtil au début. Des cadeaux de Noël nettement plus chers pour Émile que pour mes enfants. Des commentaires sur la façon dont Émile ressemblait à Julien quand il était bébé, tandis qu'on disait toujours que Léo et Chloé ressemblaient plus à leur père qu'à moi. De petites choses, mais elles s'accumulaient. J'ai essayé de compenser en créant du temps spécial juste pour nous. Nous allions au parc lors de mes jours de congé ou organisions des soirées cinéma dans ma chambre.
J'ai commencé un tableau d'épargne sur le mur de ma salle de bain où les enfants pouvaient voir nos progrès vers l'obtention de notre propre logement. Encore quelques mois, je leur promettais. Nous aurons notre propre maison avant Noël. Mais alors que le printemps tournait à l'été, la tension dans la maison a augmenté. Mes parents sont devenus de plus en plus critiques à l'égard de mes décisions parentales. De ce que je donnais aux jumeaux à leurs heures de coucher, en passant par la quantité de temps d'écran qu'ils étaient autorisés à avoir. Pendant ce temps, Julien et Manon ne faisaient rien de mal avec Émile, même lorsqu'ils arrivaient des heures en retard pour le dîner de famille ou annulaient des plans à la dernière minute. Je marchais sur un fil, essayant de protéger mes enfants de la réalité que leurs grands-parents les traitaient différemment tout en essayant de maintenir une maison paisible. J'avais besoin de l'aide de mes parents. Après tout, je ne pouvais pas me permettre de payer une garde d'enfants en plus de l'épargne pour notre déménagement. À la fin de l'été, mon compte d'épargne augmentait régulièrement. J'avais calculé qu'en novembre, j'aurais assez pour un modeste appartement de 2 chambres. Encore 3 mois de patience, me disais-je. 3 mois à me mordre la langue et à rappeler à mes enfants que nous étions invités chez leurs grands-parents. 3 mois à regarder mes parents s'occuper d'Émile tout en reconnaissant à peine les réalisations de Léo et Chloé. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer avant que ces 3 mois ne soient écoulés. La situation a escaladé de manière spectaculaire en septembre lorsque Julien a organisé une réunion de famille. Lui et Manon se sont assis à la table de la cuisine de mes parents avec le bébé Émile, vêtu d'une tenue qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire entier. Nous avons une nouvelle excitante, a annoncé Julien, regardant nos parents plutôt que moi. Nous allons enfin faire cette rénovation majeure de notre maison, celle dont nous parlons depuis des lustres. Ma mère a joint ses mains. C'est merveilleux, mon chéri. Le problème, c'est que, a continué Manon en berçant Émile sur ses genoux, nous aurons besoin d'un endroit où rester pendant la construction. Cela ne devrait durer qu'environ 6 à 8 semaines. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, mon père hochait déjà la tête avec enthousiasme. Vous resterez ici, bien sûr. Nous avons beaucoup de place. J'ai éclairci ma gorge. En fait, nous sommes déjà un peu à l'étroit avec nous 5. J'ai fait allusion à moi-même, aux jumeaux et à mes parents. Ma mère m'a lancé un regard. La famille est de la famille, Amandine. Ce n'est que temporaire. Et voilà, la décision a été prise. Personne n'a demandé mon avis. Personne n'a considéré ce que cela signifierait pour Léo et Chloé. Personne n'a reconnu que j'avais entendu la même chose concernant notre séjour temporaire, qui approchait maintenant les 2 ans. Julien et Manon ont emménagé le week-end suivant. Mon père les a aidés à installer un lit de camp pour Émile dans leur chambre, alors qu'il n'avait jamais une seule fois proposé d'aider à assembler les lits des jumeaux à notre arrivée. Ma mère a vidé une armoire entière pour les vêtements de Manon, tandis que mes affaires étaient restées dans des valises pendant des mois avant que j'achète finalement une petite commode pour moi. Les changements ont été immédiats et déconcertants. Soudain, Léo et Chloé ont été priés de faire moins de bruit toute la journée car Émile faisait la sieste. Leurs jouets, qui étaient limités à leur chambre et à un petit coin du salon, étaient maintenant considérés comme du désordre et rangés à plusieurs reprises dans des boîtes. La télévision, qu'ils avaient le droit de regarder pendant 1 heure après l'école, était maintenant perpétuellement réglée sur les émissions que Manon voulait regarder. Quand je suis rentré d'un long quart un soir, j'ai trouvé Chloé assise sur le porche arrière seule et contrariée. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle. Grand-mère a dit que j'étais trop bruyante avec ma corde à sauter dans le jardin, a-t-elle reniflé. Mais Émile ne dormait même pas. Il était dans le salon avec tante Manon. Elle ne voulait juste pas m'entendre compter mes sauts. Cette même semaine, Léo est rentré de l'école excité par un projet artistique sur lequel il travaillait. Il avait été sélectionné pour représenter sa classe dans une exposition de tout le district. Quand il a essayé de le montrer à ma mère, elle l'a repoussé. « Pas maintenant, Léo. J'aide Manon à choisir de nouveaux rideaux pour leur maison. » J'ai regardé le visage de mon fils s'affaisser, et quelque chose en moi s'est endurci. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai essayé d'avoir une conversation avec mes parents. Je comprends que Julien et sa famille aient besoin d'aide en ce moment, ai-je commencé prudemment, mais je suis préoccupé par la façon dont Léo et Chloé sont traités. Ils ont l'impression de ne plus être importants. Mon père a froncé les sourcils. Ils sont trop sensibles. Les enfants doivent apprendre que les bébés nécessitent plus d'attention. Émile n'est même pas là la plupart de la journée, ai-je souligné.
Julien l'emmène à la garderie avant de partir au travail, et Manon vient le chercher sur le chemin du retour. Léo et Chloé ne demandent pas d'attention pendant ces heures. Ma mère a soupiré dramatiquement. Tu as toujours été jalouse de ton frère, Amandine. Je pensais que tu en aurais fini avec ça maintenant. J'étais stupéfaite en silence. Est-ce que c'était vraiment comme ça qu'il me voyait? Comme une sœur jalouse plutôt qu'une mère concernée? Les situations ont continué à s'aggraver. Manon a commencé à réorganiser les objets dans la cuisine sans demander, à se plaindre des collations saines que j'achetais pour les jumeaux et à laisser son linge dans la machine pendant des jours. Julien agissait comme s'il possédait la maison, invitant des amis à des soirées cinéma sans vérifier si quelqu'un d'autre avait prévu d'utiliser le salon. Un soir, j'ai entendu Julien et mon père discuter de questions financières. Il se pourrait que nous devions prolonger le calendrier des rénovations, disait Julien. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez, a répondu mon père. C'est aussi votre maison. J'ai pensé à la façon dont on ne m'avait jamais dit cela, alors que je contribuais aux dépenses du ménage et que je faisais la plupart de la cuisine et du nettoyage, et qu'au lieu de cela, on me rappelait régulièrement que leur aide était temporaire et conditionnelle. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner du dimanche début octobre. Ma mère avait préparé tous les plats préférés de Julien, dont aucun ne plaisait particulièrement à mes enfants. Quand Léo a poliment demandé s'il y avait autre chose qu'il pouvait manger, a dit ma mère, elle lui a dit qu'il était ingrat. Quand j'étais jeune, nous mangions ce qu'on nous mettait devant, a-t-elle dit sévèrement. Plus tard dans le repas, Émile a jeté son assiette entière par terre, et tout le monde a ri indulgent. Il explore juste son monde, a expliqué Manon, sans faire aucun effort pour nettoyer le désordre. Le double standard était si flagrant que même mon fils, habituellement diplomate, l'a remarqué. Comment se fait-il qu'Émile puisse jeter de la nourriture, mais que je ne puisse pas demander un sandwich, a-t-il murmuré. Je n'ai pas eu de bonne réponse pour lui. Cette semaine-là, j'ai constaté que quelqu'un avait retiré les œuvres d'art de Léo et Chloé du réfrigérateur pour faire place à une impression du calendrier de la garderie d'Émile et à plusieurs photos de lui. Quand j'ai demandé à ce sujet, Manon a dit qu'elle avait besoin des informations en première ligne et qu'elle ne pensait pas que cela dérangerait quelqu'un si elle réarrangeait quelque chose. Les jumeaux ont arrêté de vouloir passer du temps dans les parties communes de la maison. Ils se sont retirés dans leur petite chambre partagée où ils avaient au moins un certain contrôle sur leur environnement. J'ai commencé à les emmener à la bibliothèque publique après l'école lorsque je ne travaillais pas, juste pour leur donner un espace où ils n'étaient pas constamment muselés ou critiqués. Une collègue a remarqué mon stress lors d'un quart de travail particulièrement difficile. Tout va bien à la maison, a demandé Amélie Dubois pendant que nous travaillions ensemble. Je me suis retrouvé à tout déballer. Amélie a écouté avec sympathie avant de dire quelque chose qui m'a marqué. Il semble que vos parents aient créé un foyer où votre frère et sa famille sont traités comme des invités d'honneur, tandis que vous et vos enfants êtes traités comme des colocataires gênants, a-t-elle observé. Ce n'est pas un environnement sain pour aucun de vous. Elle avait raison. Et l'entendre dit à voix haute m'a fait réaliser à quel point la dynamique dysfonctionnelle était devenue normalisée. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement à la maison après mon quart, j'ai conduit dans le quartier et j'ai appelé une amie agent immobilier. J'ai besoin de sortir mes enfants de cette situation, lui ai-je dit. Tôt plutôt que tard. À la mi-octobre, la situation à la maison s'était détériorée au-delà de ce que je pensais possible. Julien et Manon avaient complètement pris le contrôle de la maison avec le soutien enthousiaste de mes parents. Leur rénovation, initialement prévue pour 6 à 8 semaines, avait maintenant été prolongée indéfiniment en raison de complications dont Julien était vague chaque fois que je demandais. Je suis rentré un jour pour découvrir que mes parents avaient acheté une chaise haute spéciale pour Émile, coûtant près de 400 €, selon la boîte que j'ai trouvée dans le recyclage. Cela alors qu'il s'était plaint du coût des médicaments contre l'asthme de Léo la semaine précédente, que mon assurance ne couvrait que partiellement. Nous voulons qu'Émile soit à l'aise quand il mange ici, a expliqué ma mère lorsque j'ai remis en question la dépense. Léo a besoin de respirer, ai-je répondu, incapable de garder mon ton neutre. Ma mère m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Ton père et moi avons un revenu fixe, Amandine. On ne peut pas s'attendre à couvrir tout pour tes enfants. Le fait que je paie toutes les dépenses de mes enfants, plus que je ne contribue aux factures du ménage, n'a apparemment pas atteint son esprit. Ni le fait que Julien et Manon, tous deux gros revenus, ne contribuaient en rien aux dépenses du ménage pendant leur séjour. L'incident suivant s'est produit lorsque Chloé s'entraînait à la clarinette pour le cours de musique.
Elle jouait depuis moins de 15 minutes lorsque Manon est entrée en trombe. Tu ne peux pas faire ça tout de suite? Émile essaie de faire la sieste et j'ai un appel important dans 10 minutes. Chloé s'est excusée et a rangé son instrument, mais plus tard m'a dit en larmes qu'elle s'entraînait exactement au moment où son professeur de musique avait programmé leur séance d'entraînement virtuelle. Elle l'avait maintenant manqué et ne serait pas préparée pour son évaluation à venir. J'ai essayé de parler à Manon à ce sujet, suggérant que nous pouvions établir un horaire qui accommodait les besoins de chacun. Mes appels professionnels et l'horaire de sommeil d'Émile doivent avoir la priorité, a-t-elle répondu avec dédain. Chloé peut pratiquer son petit hobby n'importe quand. J'ai mordu ma langue pour éviter de dire quelque chose que je regretterais. Le petit hobby de Chloé était quelque chose qui la passionnait, et son professeur de musique avait noté qu'elle avait un vrai talent. Mais dans ce foyer, tout ce que mes enfants faisaient était considéré comme moins important que les besoins les plus triviaux de la famille de Julien. Léo avait aussi du mal. Son professeur m'a envoyé un email préoccupé par son retrait en classe et le déclin de ses notes. Mon fils sociable et enthousiaste était devenu silencieux et anxieux. Quand je lui ai demandé à ce sujet, il a admis qu'il avait du mal à dormir parce qu'il craignait de faire quelque chose de mal à la maison. Grand-mère et grand-père se fâchent contre nous pour tout, a-t-il expliqué, mais ils ne se fâchent jamais contre Émile, ou oncle Julien, ou tante Manon. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital, en partie pour gagner plus d'argent pour notre évasion et en partie pour éviter la tension à la maison. Mes parents ont interprété cela comme moi me dérobant à mes responsabilités familiales, tandis que Julien et Manon semblaient heureux de m'avoir hors de leur chemin. La situation a atteint son paroxysme lors d'un dîner de famille fin octobre. Mes parents avaient invité plusieurs membres de la famille élargie, dont ma tante Sylvie, qui avait toujours été gentille avec moi et mes enfants. Pendant le repas, ma mère s'est lancée dans un monologue prolongé sur la façon dont Émile était doué, comment à seulement 9 mois, il était clairement avancé pour son âge. Il essaie déjà de se tenir debout, a-t-elle fièrement annoncé. Julien était aussi un marcheur précoce. Certains enfants ont cette capacité athlétique naturelle. Elle s'est ensuite tournée vers Léo et a ajouté, « C'est dommage que tu n'aies pas ça de la part de ton père. » David était toujours athlétique, n'est-ce pas? J'ai vu le visage de Léo se décomposer avant qu'il ne se recompose soigneusement. L'implication était claire. Tous les traits positifs de mes enfants venaient de leur père ou étaient malgré mon influence, tandis que les dons d'Émile étaient clairement hérités de la lignée génétique supérieure de mon frère. Tante Sylvie a croisé mon regard à travers la table, son expression préoccupée. Après le dîner, elle m'a prise à part. « Depuis combien de temps est-ce comme ça ?» m'a-t-elle demandé doucement. « C'était toujours comme ça, dans une certaine mesure, ai-je admis. Mais c'est beaucoup empiré depuis que la famille de Julien a emménagé. Ce n'est pas sain pour vos enfants, Amandine, a-t-elle dit, faisant écho à ce qu'Amélie du travail m'avait dit. Ils méritent mieux que d'être traités comme des membres de seconde zone de leur propre famille. » J'ai hoché la tête, les larmes menaçant de couler. « Je m'en occupe, les jeux assurés. J'ai un plan. » Et j'en avais un. Dans les semaines qui ont suivi ma conversation avec Amélie, j'avais rencontré mon ami agent immobilier pendant mes pauses déjeuner. Nous avions regardé plusieurs propriétés en location, et j'avais trouvé une petite maison de 3 chambres à seulement 10 minutes de l'hôpital et dans le même district scolaire que celui que fréquentaient actuellement les jumeaux. Le loyer était à la limite supérieure de ce que je pouvais me permettre, mais j'avais été approuvé sur la base de mon historique d'emploi stable et de mon excellent score de crédit. J'avais signé le bail la semaine précédente, mais je n'en avais parlé à personne, même pas à Léo et Chloé. Je ne voulais pas leur donner de faux espoirs tant que tout n'était pas finalisé. La maison serait disponible à partir du 1er novembre, dans une semaine seulement. J'avais commandé secrètement des meubles essentiels pour qu'ils soient livrés ce jour-là et j'avais activé les services publics à mon nom. Ma tante m'a serré la main. « Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, » a-t-elle dit. Je suis préoccupé par cette situation depuis un certain temps. Son soutien signifiait plus qu'elle ne le pensait. J'avais commencé à douter de mes propres perceptions, me demandant si j'étais trop sensible ou jalouse comme mes parents le suggéraient. Avoir une confirmation extérieure que la situation était aussi mauvaise que je le pensais m'a donné le coup de pouce final de confiance dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai entendu Julien et mon père discuter d'arrangements plus permanents. Le contractant dit que cela pourrait prendre encore 3 mois, disait Julien. Et honnêtement, avec le bébé, il serait plus logique de rester pendant les fêtes. Tu sais, tu es toujours la bienvenue, a répondu mon père chaleureusement.
C'est aussi votre maison. Je me demandais si l'un d'eux se souvenait que mon séjour était temporaire, que l'on attendait de moi que je trouve mon propre logement le plus rapidement possible. Le double standard était si flagrant qu'il en aurait été risible s'il ne brisait pas le cœur de mes enfants. Ce soir-là, j'ai emmené les jumeaux prendre une glace après le dîner, quelque chose que nous faisions rarement en semaine. Je voulais passer du temps seul avec eux, loin de l'atmosphère tendue de la maison. J'ai besoin que vous sachiez tous les deux quelque chose d'important, leur ai-je dit pendant qu'ils savouraient leurs friandises. Peu importe ce que grand-mère et grand-père disent ou font, vous deux êtes des personnes formidables et précieuses. La façon dont ils vous traitent n'est pas à cause de quelque chose que vous avez mal fait. Chloé, toujours perspicace, a étudié mon visage. Est-ce qu'on va déménager bientôt? J'ai été surprise par sa perspicacité. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Tu travailles beaucoup plus, a-t-elle dit. Et tu sembles différente ces derniers temps, moins triste et plus déterminée. La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille avait vu le changement en moi avant même que je ne l'ai pleinement reconnu. Continuez simplement d'être vos merveilleux vous-même encore un peu, leur ai-je dit, pas tout à fait prête à révéler mon plan. Pouvez-vous faire ça pour moi? Ils ont tous deux hoché la tête, et j'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux qui manquait depuis trop longtemps. Quand nous sommes rentrés à la maison, Manon se plaignait à voix haute que les sacs à dos des jumeaux étaient dans le couloir, malgré le fait que la poussette d'Émile, le sac à couche et divers jouets étaient éparpillés dans les espaces communs de la maison. Les enfants doivent apprendre à ranger après eux, a-t-elle professé, comme si elle était l'experte en parentalité et moi une novice. J'ai souri sèchement et aidé les enfants à déplacer leurs affaires, me rappelant que nous n'avions plus qu'à supporter cela pendant quelques jours. Je n'avais aucune idée que la situation était sur le point d'exploser d'une manière qui forcerait ma main encore plus tôt que prévu. Le mardi suivant, j'étais programmé pour un quart de 12 heures à l'hôpital. C'était une journée particulièrement chargée dans le service pédiatrique avec 3 nouvelles admissions et un manque de personnel qui me faisait couvrir plus de patients que d'habitude. J'ai à peine eu le temps de vérifier mon téléphone pendant ma courte pause déjeuner, mais quand je l'ai fait, j'ai vu plusieurs messages manqués de Léo et Chloé. Maman, quelque chose d'étrange se passe. Grand-père et oncle Julien déplacent nos affaires d'Émilie. Grand-mère dit, nous devons déménager au sous-sol. Ce n'est pas juste. De la part de Léo. Maman, s'il te plaît, rentre à la maison. Ils ont emmené toutes nos affaires en bas. De la part de Chloé. Je déteste être ici. Le sous-sol est froid et dégoûtant et il y a des araignées. Mon cœur battait la chamade alors que j'appelais rapidement à la maison. Pas de réponse. J'ai essayé les téléphones des 2 enfants. Pas de réponse. Finalement, j'ai envoyé un message à Chloé. Je serai à la maison dès que possible. Restez calme. Je vous aime toutes les deux. J'ai parlé à ma superviseure en lui expliquant l'urgence familiale. Elle a été compréhensive et a organisé une couverture pour mes 4 heures restantes. Même ainsi, il m'a fallu encore 1 heure pour remettre mes patients et terminer la documentation critique avant de pouvoir partir. Le trajet de retour a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Mon esprit a parcouru toutes les possibilités, aucune d'entre elles n'était bonne. Mes parents avaient-ils vraiment déplacé mes enfants au sous-sol, le sous-sol brut et mal isolé qui avait des infiltrations d'eau occasionnelles lorsqu'il pleuvait abondamment? Quand je suis arrivé dans l'allée, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer avant d'entrer. J'avais besoin d'évaluer la situation clairement avant de réagir. La scène qui m'a accueilli à l'intérieur de la maison a confirmé mes pires craintes. Léo et Chloé étaient blottis ensemble sur le canapé du salon, tous deux avec les yeux rougis. Ma mère était dans la cuisine avec Manon, toutes deux buvant du thé comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Julien et mon père étaient introuvables. Que se passe-t-il, ai-je demandé, allant directement à mes enfants. Chloé a sauté et m'a jeté les bras autour du cou. Ils ont déplacé toutes nos affaires au sous-sol sans demander. Ils ont dit que nous ne méritons pas les bonnes chambres à l'étage. Léo a hoché la tête misérablement. Grand-père a dit que la famille de l'oncle Julien avait besoin de plus d'espace parce qu'ils sont plus importants en ce moment. J'ai serré fort tous les deux, ma colère montant, mais gardant ma voix calme pour leur bien. Laissez-moi parler à grand-mère et voir ce qui se passe. Dans la cuisine, ma mère a à peine levé les yeux quand je suis entré. Tu es rentré tôt, a-t-elle observé. Pourquoi les affaires de mes enfants sont-elles au sous-sol, ai-je demandé directement. Manon a siroté son thé.
Nous devions faire quelques ajustements aux arrangements de logement. Julien et moi avons besoin d'une nurserie pour Émile, ainsi que d'un espace pour mon bureau à domicile maintenant que mon entreprise est passée au télétravail. Alors, vous avez décidé de déplacer Léo et Chloé au sous-sol non aménagé sans en discuter avec moi d'abord. Ma voix était mortellement calme. Ma mère a finalement rencontré mes yeux. C'était la solution logique. Les enfants sont plus âgés et peuvent s'adapter plus facilement qu'un bébé. De plus, notre autre petit-fils mérite les meilleures chambres. Il est ici toute la journée tandis que tes enfants sont à l'école. La cruauté désinvolte de sa déclaration m'a coupé le souffle. Mes enfants méritent un espace sûr et confortable tout autant qu'Émile. Ne sois pas si dramatique, Amandine, a rejeté ma mère. Le sous-sol est parfaitement bien. Nous y avons mis leur lit et tout. Le sous-sol a de la moisissure dans un coin, il fait terriblement froid la nuit et le plafond n'est pas fini, ai-je souligné. Sans parler du fait qu'il n'y a qu'une seule petite fenêtre qui ne s'ouvre même pas correctement. Ils s'en sortiront, a dit ma mère avec finalité. La famille signifie faire des sacrifices. Apparemment, dans son esprit, la famille signifiait seulement que mes enfants devaient sacrifier, jamais ceux de Julien. À ce moment, mon père et mon frère sont entrés par la porte arrière. Oh, bien. Tu es rentré, a dit mon père quand il m'a vu. Nous avons fait quelques changements dont nous devons discuter. Oui, je vois ça, ai-je répondu, luttant pour garder le ton égal. Vous avez déplacé les affaires de mes enfants au sous-sol sans ma permission. Julien a haussé les épaules. Nous avons besoin de l'espace à l'étage. Émile devient plus mobile et a besoin de place pour se développer correctement. De plus, Manon a besoin d'un espace calme pour ses appels de travail. Et mes enfants ont besoin d'une chambre sûre et appropriée, ai-je rétorqué. Le sous-sol est bien, a dit mon père avec dédain. J'ai mis quelques lumières supplémentaires et j'ai étalé quelques chutes de tapis. Il devrait être reconnaissant d'avoir un endroit où rester du tout. J'ai regardé mon père, le voyant vraiment pour la première fois. Cet homme qui m'avait élevé, que j'avais passé des années à essayer de plaire, venait de révéler à quel point peu il me valorisait, mes enfants et moi. Léo a de l'asthme, leur ai-je rappelé. Le sous-sol est humide et il y a de la moisissure visible. Cela pourrait déclencher une grave crise. Tu exagères comme d'habitude, a dit Julien avec un roulement d'yeux. Les enfants sont résilients. Manon et moi avons grandi dans des conditions bien pires. N'est-ce pas, chérie? Manon a hoché la tête en accord, bien que je sache qu'elle avait grandi dans une maison de 5 chambres dans une banlieue aisée. J'ai regardé autour de moi les 4 adultes qui avaient pris cette décision. Aucun d'eux ne montrait le moindre remords ou compréhension. Pour eux, c'était parfaitement raisonnable. La famille de l'enfant d'or méritait le meilleur, tandis que mes enfants méritaient les restes. J'ai retourné dans le salon où Léo et Chloé attendaient anxieusement. Ils m'ont regardé avec tant de confiance, tant d'espoir que j'arrangerais cette situation. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi, une calme certitude quant à ce qui devait se passer ensuite. J'ai souri, un vrai sourire malgré les circonstances, et j'ai dit 3 mots qui changeraient tout. Faites vos valises. Il semblait confus, mais j'ai simplement hoché la tête avec encouragement. Faites-moi confiance, ai-je dit. Emballez tout ce qui est important pour vous. Nous récupérons le reste plus tard. Mon père m'avait suivi dans le salon et avait entendu. Oh, pour l'amour de Dieu, Amandine. Arrête d'être si dramatique. Personne ne te demande de partir. Je me suis tournée vers lui, toujours souriante. Non, papa. Tu viens de rendre parfaitement clair où se situent mes enfants et moi dans cette famille, et nous méritons mieux. De quoi parles-tu, a bredouillé mon père pendant que Léo et Chloé nous regardaient les yeux écarquillés. Allez, les enfants, ai-je dit gentiment. Allez emballer vos sacs à dos avec vos affaires les plus importantes. Nous reviendrons chercher le reste demain. Alors qu'ils se dépêchaient à l'étage, ma mère est entrée dans le salon. Quel est encore ce non-sens? Tu ne peux pas partir juste parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Julien et Manon ont suivi, Émile perché sur la hanche de Julien. La bande était au complet pour la confrontation, semblait-il. Ce n'est pas une question de choses qui ne se sont pas passées comme je le voulais, ai-je expliqué calmement. C'est une question de respect et de considération de base qui ont cruellement manqué dans ce foyer. Nous t'avons donné un toit pendant près de 2 ans, s'est exclamé mon père.
Comment oses-tu parler de manque de considération? Oui, tu l'as fait, ai-je reconnu. Et j'ai été reconnaissante. J'ai aussi contribué financièrement, fait la plupart de la cuisine et du nettoyage, et veillé à ce que mes enfants respectent vos règles et votre espace. Mais aujourd'hui, vous avez franchi une ligne. Manon a ricané. C'est juste un réarrangement de chambre. Tu es ridiculement trop sensible. Je me suis tourné vers elle. Appellerais-tu ça comme ça si quelqu'un déplaçait ton enfant dans un espace inadapté sans te consulter au préalable? Elle n'a pas eu de réponse. Le sous-sol est parfaitement adéquat, a insisté ma mère. Nous t'avons élevé et Julien sans toutes ces commodités spéciales dont les enfants ont besoin de nos jours. Le sous-sol a de la moisissure, ai-je répété. Léo a de l'asthme. Il est aussi froid, humide et a des sorties de secours inadéquates. Ce n'est pas une chambre légale selon aucune norme de code du logement. Mon père a agité la main avec dédain. Ces codes ne sont que le débordement du gouvernement. J'ai failli rire de l'absurdité. Les réglementations de sécurité étaient maintenant un débordement du gouvernement lorsqu'elles me gênaient. Mais je suspectais qu'il aurait eu un autre sentiment s'il avait été celui qui était relégué à des logements de qualité inférieure. Où exactement penses-tu aller? A demandé Julien avec un sourire narquois. Ce n'est pas comme si tu avais économisé beaucoup avec tes habitudes de dépenses. Et voilà le malentendu fondamental qu'ils partageaient tous. Ils me voyaient comme financièrement dépendante et irresponsable malgré toutes les preuves du contraire. Ils croyaient vraiment que je n'avais pas d'option, pas d'agence, pas de capacité à me tenir debout toute seule. C'est là que tu te trompes, ai-je dit doucement. J'économise depuis le jour où j'ai emménagé ici. J'ai travaillé des quarts supplémentaires et j'ai constitué mon fonds d'urgence. Et il y a 3 semaines, j'ai signé un bail pour une maison, pas loin d'ici. Le silence stupéfait était profondément satisfaisant. Ma mère s'est d'abord rétablie. Tu avais prévu de partir sans nous le dire, a-t-elle demandé, la voix tremblante d'une blessure fabriquée. J'avais prévu de vous donner un préavis en bonne et due forme la semaine prochaine, ai-je précisé. La maison n'est disponible que le 1er novembre, mais les événements d'aujourd'hui ont accéléré mon calendrier. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit Julien. Où vas-tu loger jusqu'alors? Ce n'est plus votre affaire, ai-je répondu. En vérité, j'avais déjà parlé à Amélie du travail, qui m'avait offert sa chambre d'amis pour quelques jours si nécessaire. Le visage de mon père était devenu d'une couleur rouge alarmante. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. En te faufilant dans notre dos et en sortant ensuite pour un désaccord mineur. Un désaccord mineur, ai-je répété avec incrédulité. Tu as déplacé les affaires de mes enfants dans un espace dangereux sans ma connaissance ou mon consentement. Tu leur as dit en face qu'ils ne méritent pas le même confort et la même considération que leurs cousins. Ce n'est pas mineur, papa. C'est une déclaration fondamentale sur la façon dont tu les valorises, moi et eux. Tu déformes nos paroles, a accusé ma mère. Est-ce que je le fais? Tu as dit, et je cite, notre autre petit-fils mérite les meilleures chambres. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement par là? Sinon que mes enfants méritent moins. Elle n'a pas eu de réponse. Je suis allé à l'étage pour aider les jumeaux à emballer leurs affaires. La plupart de leurs vêtements rentraient dans 2 grandes valises que j'avais apportées. Léo a soigneusement emballé ses livres préférés et la trousse scientifique qu'il avait reçue pour son anniversaire. Chloé a emballé son équipement sportif et la boîte à bijoux que son père lui avait donnée à Noël dernier. Quand nous sommes redescendus avec la première chargement, mon père attendait près de la porte. Où exactement vas-tu? A-t-il exigé. Cette mystérieuse maison que tu prétends avoir louée. Nous logeons chez une amie jusqu'à ce que notre maison soit prête la semaine prochaine, ai-je expliqué, bien que je ne lui doive pas cette information. Et comment comptes-tu payer le loyer avec ton salaire d'infirmière? A-t-il demandé avec scepticisme. Le condescendant dans son ton a fait craquer quelque chose en moi. J'ai posé les sacs que je portais et je me suis tourné vers lui directement. Papa, je gagne 65 000 € par an en tant qu'infirmière pédiatrique. J'ai un excellent crédit, des dettes minimales et j'économise systématiquement depuis près de 2 ans. Je suis tout à fait capable de subvenir aux besoins de ma famille sans votre aide. Il avait l'air sincèrement surpris. Il m'est apparu qu'il n'avait aucune idée de ce que je gagnais ou de la façon dont je gérais mes finances. Il avait simplement supposé que j'avais des difficultés financières parce que cela correspondait à son récit à mon sujet.
Le marché locatif est très tendu en ce moment, a interjeté ma mère. Comment as-tu même trouvé un endroit? Je cherche depuis des mois, ai-je dit. J'ai des amis et des connexions. Le simple fait que je ne vous ai pas parlé de mes projets ne signifie pas que je n'en avais pas. Nous avons fait plusieurs allers-retours pour charger tout dans ma voiture. Mes parents ont regardé en silence, la réalité de notre départ s'installant enfin. Quand nous avions emballé tout ce que nous voulions prendre, j'ai fait une dernière vérification pour m'assurer que nous n'avions rien oublié d'important. Dans la cuisine, j'ai trouvé ma mère faisant du café, ses mouvements mécaniques. Nous partons maintenant, lui ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi, les yeux embués de larmes. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes une famille. Oui, nous le sommes, ai-je convenu. Et c'est pour ça que ça fait si mal. La famille devrait se sentir mutuellement valorisée et respectée. Léo et Chloé ne ressentent pas cela ici depuis longtemps. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté faiblement. Maman, hier tu leur as dit qu'ils ne méritaient pas la même qualité d'hébergement que leurs cousins. Comment penses-tu qu'ils se sont sentis? Elle a détourné le regard. Nous ne voulions pas dire ça comme ça. Comment d'autres auriez-vous pu le vouloir? Elle n'a pas eu de réponse. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a fait une dernière tentative. C'est une erreur, Amandine. Tu laisses ta fierté se mettre en travers de ce qui est le mieux pour tes enfants. Non, papa. Pour la première fois depuis longtemps, je fais passer ce qui est le mieux pour mes enfants avant tout le reste, y compris votre approbation. Léo et Chloé ont dit des adieux rigides à leurs grands-parents. Je pouvais voir qu'ils étaient divisés, ayant été élevés pour respecter et aimer ces gens qui les avaient blessés si négligemment. Alors que nous nous éloignions en voiture, Chloé a demandé, est-ce qu'on verra encore grand-mère et grand-père? Oui, les jeux assurés. Mais les choses seront différentes. Nous leur rendrons visite selon nos termes, quand nous serons traités avec respect. Les quelques jours suivants chez Amélie se sont déroulés paisiblement. Les jumeaux semblaient plus légers, plaisantant et jouant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai pris un jour de congé pour finaliser les détails de notre nouvelle maison, rencontrant le propriétaire pour obtenir les clés plus tôt afin que nous puissions déménager nos affaires avant la date officielle de début du bail. La maison était petite mais parfaite pour nous. 3 chambres, une petite cour arrière, et une cuisine avec beaucoup de lumière naturelle. Elle était dans notre district scolaire, donc les jumeaux n'auraient pas à changer d'école, et assez proche de l'hôpital pour que mon trajet soit en réalité plus court qu'en partant de chez mes parents. Le vendredi, nous avons déménagé nos affaires. Amélie et plusieurs autres collègues sont venus aider, transformant ce qui aurait pu être une journée stressante en quelque chose qui ressemblait à une célébration. Le soir, les lits étaient installés, la cuisine était fonctionnelle, et le salon avait suffisamment de meubles pour que nous puissions nous asseoir confortablement. Ce soir-là, après avoir commandé une pizza, et que les jumeaux soient allés se coucher dans leur propre chambre pour la première fois depuis près de 2 ans, je me suis assise seule dans mon nouveau salon et je me suis finalement autorisé à pleurer. Pas de tristesse, bien qu'il y en ait eu un peu, mais de soulagement et d'un sentiment doux amer d'accomplissement. Mon téléphone avait bourdonné de messages de mes parents toute la journée, allant d'accusations furieuses à des supplications larmoyantes pour que je rentre à la maison. Je n'avais répondu qu'une seule fois pour leur faire savoir que nous étions en sécurité et installés et que je les contacterais quand je serais prête à parler davantage. Le lundi suivant, mes parents se sont présentés sans prévenir à notre nouvelle maison. Je venais de rentrer après avoir déposé les jumeaux à l'école et je me préparais à partir pour mon car. « Comment avez-vous trouvé notre adresse ?» ai-je demandé en les invitant à contre-cœur à entrer. « Ta tante Sylvie nous a dit », a admis mon père. Elle pensait que nous devrions essayer de nous réconcilier. Je leur ai fait du café, les regardant inspecter notre nouvelle maison modeste mais confortable. « C'est plus petit que ce à quoi je m'attendais », a commenté ma mère. « C'est parfait pour nous 3, ai-je répondu. « Amandine, nous voulons que tu rentres à la maison, » a dit mon père, allant droit au but. « Cela dure depuis trop longtemps. C'est notre maison maintenant, ai-je dit fermement. Mais les enfants ont besoin de leurs grands-parents, a insisté ma mère. Et de leur oncle et cousin. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être traités avec respect et amour, ai-je rétorqué. Quand vous pourrez offrir cela de manière constante, vous serez les bienvenus dans leur vie. Nous les avons toujours aimés, a protesté ma mère. L'amour n'est pas seulement un sentiment, maman. C'est la façon dont tu traites les gens.
Ce sont les choix que tu fais qui montrent ce que tu valorises vraiment. Ils sont restés près d'une heure, passant par des culpabilisations, des appels à l'unité familiale, et enfin une reconnaissance à contre-cœur qu'ils avaient peut-être été insensibles. Nous ne nous rendions pas compte de la façon dont cela paraissait de votre point de vue, a concédé mon père. Nous pensions simplement que nous aidions Julien et Manon pendant une période difficile. Et je comprends cela, ai-je dit. Mais vous les avez aidés au détriment du bien-être et de la sécurité de mes enfants. C'est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Quand ils sont partis, nous avions atteint un accord provisoire, ils respecteraient notre nouvelle situation de logement, et nous leur rendrions visite pour le dîner du dimanche dans 2 semaines. C'était un petit pas, mais c'était quelque chose. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle de notre départ s'est répandue dans la famille élargie. La plupart étaient solidaires, ayant été témoins du favoritisme de première main lors de diverses réunions de famille. Ma tante Sylvie, en particulier, est devenue une visiteuse régulière, apportant des cookies faits maison et un intérêt sincère pour la vie des jumeaux. Au travail, j'ai reçu une opportunité inattendue, une promotion au poste d'infirmière-chef dans le service pédiatrique avec une augmentation de salaire significative. Les horaires seraient plus réguliers avec moins de quarts de nuit, me donnant plus de temps avec Léo et Chloé. Pendant ce temps, j'ai entendu par le biais du réseau familial que Julien et Manon avaient des difficultés. Sans moi pour aider aux tâches ménagères et à la garde d'enfants, à la hâte, ils trouvaient difficile de gérer leurs propres responsabilités. Ma mère, maintenant dans la soixantaine, était fatiguée d'essayer de suivre un bébé actif tout en entretenant la maison sans mon aide. Quand nous avons assisté à ce dîner du dimanche 2 semaines plus tard, l'atmosphère était tendue mais civile. Julien et Manon étaient notablement moins satisfaits d'eux-mêmes, réalisant peut-être enfin que ma présence avait effectivement rendu leur vie plus facile de manière dont ils avaient tenu pour acquis. Le plus important, Léo et Chloé étaient plus heureux que je ne les avais vus depuis des années. Le professeur de Léo a signalé que sa concentration et sa participation s'étaient considérablement améliorées, et Chloé prospérait dans ses leçons de clarinette, s'entraînant quotidiennement dans sa propre chambre sans craindre d'être muselée ou critiquée. Un soir, alors que j'endormais Chloé, elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision. « J'aime notre maison, maman », a-t-elle dit, somnolente. « J'ai l'impression de pouvoir respirer ici. » De toute la validation que j'aurais pu recevoir, la simple déclaration de ma fille signifiait le plus. Nous avions créé une maison où mes enfants pouvaient respirer librement, tant littéralement que figurativement, et cela valait tout ce que nous avions traversé pour y arriver. 6 mois après notre départ abrupt de chez mes parents, nos vies s'étaient transformées d'une manière que j'aurais à peine pu imaginer. Notre petite maison de location était devenue un vrai foyer rempli de rires, d'œuvres d'art sur le réfrigérateur et du chaos confortable de la vie de famille. Léo et Chloé avaient fleuri, leur confiance revenant à mesure qu'ils s'installaient dans un environnement où ils étaient valorisés et respectés. Ma promotion au poste d'infirmière-chef n'avait pas seulement apporté un meilleur horaire et une augmentation de salaire, mais aussi de nouvelles responsabilités qui me mettaient au défi et me satisfaisaient professionnellement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de prospérer plutôt que de simplement survivre. Notre relation avec mes parents avait évolué vers quelque chose de prudemment cordial. Les dîners du dimanche étaient devenus une tradition mensuelle avec des limites claires établies et majoritairement respectées. Ma mère avait lentement commencé à reconnaître le favoritisme qui avait imprégné nos dynamiques familiales, bien que mon père ait encore du mal à voir son rôle dans ce qui s'était passé. J'ai beaucoup pensé à l'automne dernier, a dit ma mère lors d'une de ses visites à notre maison. Elle avait commencé à venir occasionnellement de son propre chef, sans mon père. Je ne réalisais pas à quel point nous blessions Léo et Chloé. « Qu'est-ce qui vous a fait voir cela ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse de son évolution. Elle a soupiré, semblant plus âgée que ses années. « Après ton départ, rien n'a été pareil. Julien et Manon sont restés 1 mois de plus, mais sans toi pour m'aider à entretenir la maison et à m'occuper d'Émile, j'étais dépassé. J'ai commencé à réaliser tout ce que tu faisais, tout ce que je tenais pour acquis. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais reçue, et je l'ai acceptée comme telle. » Et puis elle a continué, Julien et Manon ont commencé à se disputer tout le temps à propos de la garde d'enfants, de la rénovation qui ne semblait jamais se terminer, de l'argent. Ils sont retournés dans leur maison avant Noël, même si les travaux n'étaient pas terminés. Je n'ai pas été surprise. Julien et Manon avaient toujours présenté un front uni en public, mais j'avais aperçu des fissures dans leur relation. Sans le tampon de l'approbation constante de mes parents et de mon soutien pratique, ces fissures s'étaient apparemment élargies.
Comment vont-ils maintenant, ai-je demandé. Plus par politesse que par réelle préoccupation. Ils suivent une thérapie de couple, a admis ma mère. Ton père trouve ça absurde, mais je pense que cela pourrait les aider. Manon a repris le travail à temps plein, et ils ont du mal avec les arrangements de garde d'enfants. J'ai hoché la tête, ressentant une pointe de sympathie malgré tout. La parentalité était difficile dans les meilleures circonstances, et leur relation n'avait jamais semblé construite sur la base la plus solide. Le changement le plus significatif, cependant, fut chez mes enfants. L'anxiété de Léo avait presque disparu et sa créativité naturelle avait refait surface. Il avait rejoint un programme artistique extrascolaire et prospérait sous le mentorat d'un professeur patient qui reconnaissait son talent. Chloé avait intégré la fanfare avancée de l'école et parlait de tenter sa chance pour l'équipe de soccer au printemps. Un soir, alors que j'endormais Chloé, elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision. « J'aime notre maison, maman », a-t-elle dit, somnolente. J'ai l'impression de pouvoir respirer ici. De toute la validation que j'aurais pu recevoir, la simple déclaration de ma fille signifiait le plus. Nous avions créé une maison où mes enfants pouvaient respirer librement, tant littéralement que figurativement, et cela valait tout ce que nous avions traversé pour y arriver. En avril, une opportunité inattendue s'est présentée. Une petite maison de 3 chambres dans notre quartier a été mise en vente, à un prix juste à ma portée, grâce à ma promotion et à mon épargne prudente. Après avoir consulté un courtier hypothécaire et examiné mes finances, j'ai fait une offre. À ma surprise et à ma joie, elle a été acceptée. Devenir propriétaire était un rêve lointain lorsque nous avons quitté la maison de mes parents, quelque chose que j'espérais dans un avenir nébuleux. Maintenant, moins d'1 an plus tard, cela devenait une réalité. La maison avait besoin de quelques mises à jour cosmétiques, mais elle était structurellement saine et dans un bon emplacement. Le plus important, elle serait à nous. Quand j'ai partagé la nouvelle avec les jumeaux, leur excitation était contagieuse. Ils ont immédiatement commencé à planifier comment ils décoreraient leur chambre, quelle couleur nous devrions peindre la porte d'entrée, où nous planterions un jardin dans la petite cour arrière. Peut-on avoir un chien une fois que nous emménagerons, a demandé Léo avec espoir. Nous verrons, ai-je répondu, pas prête à m'engager, mais me réchauffant à l'idée. Un chien compléterait notre petite famille à bien des égards. Le processus d'achat de la maison a ramené mon père dans nos vies de manière inattendue. Malgré notre relation toujours tendue, il avait de l'expérience dans l'achat de maisons et a proposé de revoir le rapport d'inspection avec moi. Le toit a au moins 5 ans de vie, a-t-il dit alors que nous étions assis à ma table de cuisine en examinant les documents. Mais vous voudrez prévoir de remplacer le chauffe-eau plus tôt que tard. Ces conseils pratiques étaient utiles, et j'ai apprécié qu'il fasse des efforts pour me soutenir sans contrôler ni critiquer mes décisions. C'était un changement petit mais significatif dans notre dynamique. Je suis fier de toi, Amandine, a-t-il dit de manière inattendue alors qu'il partait. Acheter une maison par toi-même n'est pas une petite réussite. Les mots que j'avais désiré entendre pendant la majeure partie de ma vie m'ont prise par surprise. Merci, papa, ai-je réussi à répondre. Je sais que je n'ai pas toujours été juste, a-t-il continué maladroitement. Ta mère et moi avons beaucoup parlé de la façon dont nous avons géré les choses. Je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais faire mieux à l'avenir. Ce n'était pas une excuse complète, mais venant de mon père fier et têtu, c'était monumental. J'aimerais ça aussi, lui ai-je dit. Honnêtement, le jour où nous avons finalisé la maison, Léo et Chloé étaient à l'école. J'ai signé les papiers seul, mais j'ai pris une photo des clés pour leur montrer quand elles rentreraient. Alors que je me tenais dans le salon vide de notre nouvelle maison, ma maison, j'ai ressenti une vague d'émotion si puissante qu'elle m'a fait pleurer. Il y a 2 ans, j'étais une mère nouvellement divorcée, incertaine de mon avenir et dépendante du soutien conditionnel de mes parents. Maintenant, j'étais propriétaire, progressant dans ma carrière et surtout, fournissant à mes enfants la maison stable et aimante qu'ils méritaient. Le voyage avait été douloureux par moments, me forçant à affronter des vérités difficiles sur ma famille et sur moi-même. J'ai dû apprendre que fixer des limites n'était pas égoïste mais nécessaire, que défendre mes enfants signifiait parfois s'éloigner des situations toxiques, et que ma valeur n'était pas déterminée par les perceptions des autres. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison un samedi ensoleillé de mai avec l'aide d'amis, de collègues et, oui, même de mes parents. L'atmosphère était festive alors que nous arrangions les meubles, déballions les cartons et commandions une pizza pour tous ceux qui avaient aidé. Le soir, quand seuls mes parents restaient,
nous nous sommes assis ensemble sur mon nouveau Porsche arrière, regardant Léo et Chloé explorer le jardin. « C'est une bonne maison », a dit ma mère doucement. « Tu as bien fait, Amandine. »« Merci », ai-je répondu, acceptant le compliment sans qualification ni doute. Alors que le soleil se couchait sur notre premier jour dans notre nouvelle maison, j'ai réfléchi au chemin qui nous avait menés ici. La douleur de ce jour d'octobre, quand mes enfants avaient été jugés moins dignes que leurs cousins, s'était transformée en catalyseur d'un changement positif. Parfois, les plus grandes trahisons mènent au départ les plus nécessaires. Ce qui semblait être une fin, le jour où nous avons fait nos valises et quitté la maison de mes parents, avait en réalité été un début de respect de soi, d'indépendance véritable, de montrer à mes enfants ce que signifiait se défendre soi-même et ceux que l'on aime. La famille, avais-je appris, n'était pas seulement une question de sang ou d'obligation. Il s'agissait de respect mutuel, de gentillesse constante et du choix de valoriser chaque personne pour ce qu'elle était vraiment. Mes enfants et moi avions créé notre propre unité familiale, forte et solidaire, et nous avions ouvert notre cercle pour inclure ceux qui nous traitaient avec la dignité que nous méritions. Alors que je mettais les jumeaux au lit ce soir-là dans leur propre chambre, dans notre propre maison, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous avions traversé la tempête et nous nous étions retrouvés sur un terrain solide enfin. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile pour protéger le bien-être de votre famille? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a touché, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo et vous abonner pour entendre plus d'histoires réelles de surmonter les défis familiaux. N'oubliez pas que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de faire vos valises et de créer la vie que vous et vos enfants méritaient. Merci de m'avoir écouté et puisse toujours trouver le courage de défendre ce qui est juste, surtout quand c'est difficile.